Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show algérien, un numéro pour lequel j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir comme à l'accoutumée, d'abord de Mehdi Reza à ma gauche. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs et mesdames et messieurs. Faisal Matawi est également avec nous ce soir. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, saha aidkoum. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié de Faisal Matawi. Badis Nissa est également autour de la table. Bonsoir Badis. Bonsoir et saha aidkoum. Et il y a également Kamel Le Mansari qui se joint à nous ce soir. Bonsoir Kamel. Bonsoir et saha aidkoum à tout le monde. Et on a ce soir, mesdames et messieurs, deux invités de marque. Je vous les présente tout de suite. On va commencer par madame Leila Zerougui, diplomate algérienne. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous pour cette émission. Et également notre confrère, monsieur Mostafa Etmouhoub, journaliste algérien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, le Moudjahed Yamin Zarouel n'est plus. Avec sa disparition, l'Algérie perd une figure majeure de l'État, ancien président de la République. On reviendra ce soir sur son parcours qui a marqué une période charnière de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Ballet diplomatique méditerranéen à Alger, l'Italie et l'Espagne renforcent leur coopération avec l'Algérie. Nous reviendrons sur les visites à Alger de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez. Dans l'œil d'Alger, on se penchera ce soir sur une affaire qui n'en finit pas de secouer le football africain, celle de la finale de la CAN 2025. Nous aurons en exclusivité le témoignage de l'avocat des 18 supporters sénégalais incarcérés au Maroc. Sommes-nous face à un nouvel épisode de tension entre Alger et Paris? C'est la question que l'on se pose ce soir dans Face à l'info. On parlera justement du renouvellement pour une durée supplémentaire d'une année de la détention provisoire de l'agent consulaire algérien détenu en France depuis avril 2025. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, place à cet hommage que nous souhaitons rendre ce soir à Yamin Zarouel. Rabbi yarhamou. أعلن اليوم عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Et c'est donc avec une immense tristesse que l'on entame cette émission ce soir, mesdames et messieurs, avec un hommage que nous rendons ce soir à l'un des hommes d'État les plus respectés, le Moudjahed Yamin Zarouel, qui nous a quittés samedi soir. Ancien président de la République, figure de transition dans une période décisive de notre histoire. On gardera de lui cette image du dirigeant discret au parcours exceptionnel qui a consacré sa vie à la patrie. Yamin Zarouel était aussi un père aimant, un grand-père protecteur, une figure incontournable pour les Algériens, mais surtout pour les habitants de Batna qui le côtoyaient au quotidien, car c'est à Batna, capitale des Aurès, qu'il avait décidé de profiter de sa retraite parmi les siens, et c'est à Batna qu'il repose aujourd'hui en paix. On va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, sur la disparition de ce cher Yamin Zarouel. On va en parler justement avec vous, Madame Leila Zerougui, avec vous également, Monsieur Mostafa Etmouhoub. La disparition de Yamin Zarouel, Mehdi, a suscité une vive émotion. Une très vive émotion. Écoutez, une image vaut mille mots. Les images que l'on vient de voir et les images de la carrière de Yamin Zarouel prouvent le grand homme qu'il était, le grand patriote qu'il était, le Moudjahed. L'Algérie a perdu un grand homme, l'Algérie a perdu un pilier de son histoire. L'Algérie a perdu un président de la République qui a toujours été au service du peuple et pour le peuple, qui a toujours respecté la Constitution. Je vous rappelle ici que c'est lui qui a réinstauré la limitation des mandats
à son élection. Il a demandé, il a modifié la Constitution suite à un référendum pour remettre la limitation des mandats à 2 mandats, ce qui a été ensuite abrogé par le président suivant, ce qui a été remis à l'ordre par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Donc un homme qui a toujours pensé au peuple, par le peuple, pour le peuple. Écoutez, quand vous voyez l'hommage unanime des Algériennes et des Algériens, quand vous voyez les hommages internationaux, le respect qu'il incarnait, nous sommes tristes d'avoir perdu un très grand homme, un très grand président pour l'Algérie. C'est une personne qui a voué sa vie à l'Algérie depuis son jeune âge, où il était moudjahid, comme on l'a rappelé lors de ce reportage. Très jeune moudjahid qui s'est engagé pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie, qui a ensuite incarné la respectabilité, l'honneur de l'armée nationale populaire, et qui, dans les pires heures de l'histoire des affres du terrorisme, a su se lever contre la terreur pour combattre le terrorisme, pour vaincre le terrorisme, parce que Yamin Zaloual, durant sa présidence, a fait 80% du travail de lutte contre le terrorisme. Et ensuite, il s'en est allé comme un grand homme de sa propre décision. On ne l'a pas poussé à la sortie, et c'est là quand on connaît la valeur de l'homme, eh ben on comprend tout. Il est parti de lui-même, il a demandé à partir de lui-même, puisque pour lui son travail était terminé. Il a combattu avec ses armes. Et là, quand on voit l'image en 2020, il me semble, en pleine période du Covid, de la réception que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu justement le président Yamin Zaloual. Il faut savoir aussi, petite anecdote, que le président Zaloual n'était plus jamais revenu à Al-Mouradia depuis son départ. Donc il a attendu que le président Tebboune vienne. Son grand ami, son frère, comme il l'appelait son frère, revienne à la présidence 21 ans après son départ. Il n'est pas allé pendant 20 ans, et vu qu'il faisait confiance au président Tebboune, eh bien, ils se sont rencontrés au palais d'Al-Mouradia pour discuter justement de l'avenir de l'Algérie. Un grand homme s'en est allé. Allah yarhamou bi rahmatillah. Et merci, Président. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Algérie. On le remercie effectivement. Leïla Zerougui, Yamin Zaloual, le regretté, Yamin Zaloual a laissé derrière lui cette image d'un dirigeant discret, attaché à l'État et à ses principes. Vous avez justement travaillé, vous étiez en poste justement à l'époque où lui était président de la République. Oui. Ce que je garde du président Yamin Zaloual, Rabbi yarhamou, c'est la modestie, c'est l'ouverture pour écouter ceux qui peuvent orienter, même s'ils sont à des niveaux moyens, pas nécessairement les cadres supérieurs, parce que moi j'ai vécu, quand on vivait cette période difficile, il ne faut pas oublier, moi j'étais magistrat, et j'étais dans la zone la plus affectée à Blida, après à Alger, après au ministère. Et pendant cette période, ce que je retenais, c'est que, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est engagé sans réserve, c'est comme ça qu'on s'est mobilisé, parce qu'on sentait qu'on nous faisait confiance, qu'on nous écoutait et qu'on pouvait faire avancer le processus. Il y avait la lutte militaire contre le terrorisme, mais il y avait aussi, parce que vous savez, dans ce genre de situation où vous êtes confronté à des problèmes internes, pas un ennemi extérieur, ça ne suffit pas de mener la lutte militaire. Il faut identifier les causes profondes, il faut rassembler autour des institutions de l'État la masse populaire, le peuple, mais aussi les cadres, les institutions, et marginaliser les extrémistes. Et je pense que ce travail a été fait et le processus des réformes a commencé quand il est arrivé en 1994, il y a eu l'appel à la Rahma. Et puis on a avancé avec la suppression des cours spéciales, revenir aux juridictions ordinaires. Après, on a commencé à préparer la nouvelle constitution. Pour justement, tout ça, c'était dans le cadre, et on a été en tant que cadre moyen sollicité. Et lui-même nous disait, vous connaissez ces choses, vous êtes des juristes, vous connaissez ces choses mieux que moi, faites en sorte que ce qu'on a vécu en 91 ne se reproduise plus. Également, madame, l'élection présidentielle
les terroristes, à l'époque, avaient interdit et menacé toute personne qui se déplaçait dans les urnes. L'urne ou le cercueil, la fameuse phrase l'urne ou le cercueil. Et il avait créé un engouement et les gens étaient partis voter en masse, alors qu'il y avait les affres du terrorisme qui planaient et les menaces incessantes des terroristes pour que les gens n'aillent pas voter. Et ben parce que l'Algérie, les Algériennes et les Algériens ont cru en son discours, en sa parole, et ben ils sont partis se déplacer en masse pour voter et pour lui donner justement cette légitimité d'être le président qui succédait au HCE, aux communautés de l'État, où on n'avait pas de gouvernance légale, constitutionnelle pendant plus de 3 ans. Mais je peux vous confirmer ça parce que j'étais dans la commission électorale à Ablida, parce que c'était les magistrats, il n'y avait pas l'accréditation, l'institution qui a été créée par la suite. Et pour qu'on commence à compter, en principe, on arrêtait à 18h. Mais les gens ne voulaient pas quitter. La chaîne était jusqu'à l'extérieur. Je suis partie moi-même, je me suis déplacée pour essayer de dire aux gens, ça suffit, maintenant on doit arrêter pour compter. Les gens voulaient voter. Il y avait encore la chaîne à 10h du soir. Donc un engouement Absolument. Parce que les mots, parce qu'il avait fait la campagne, il avait fait campagne pendant le terrorisme, alors que justement tout était sécuritairement très instable. Et il y avait justement une C'était instable. mobilisation On se rappelle tous. protéger les bureaux de vote. C'est Ablida, dans le fief du terrorisme. De toutes les menaces. Et les gens ne voulaient pas quitter. Parce que les gens ont cru au voter. président Zaloual. Et je pense parce que les gens avaient compris, d'abord que l'importance de consolider les institutions, de renforcer la légitimité de l'État, et parce qu'il y avait cette confiance dans ce qui était en train de se faire. Et je pense que sa figure, sa modestie et aussi ses convictions, parce qu'on sent les convictions. Son paternalisme aussi, parce qu'il invoquait justement, il rassemblait les gens, il leur montrait comme quoi tout est possible quand on est ensemble, et il n'arrêtait pas de répéter le mot de famille. Nous sommes une famille, nous sommes en Algérie, nous sommes frères et sœurs. Pour rester justement dans cette élection, je crois que cette élection était fondatrice d'une nouvelle étape pour l'Algérie. D'abord, cette élection a été perçue, a changé un petit peu l'image de l'Algérie, la vision des autres par rapport à l'Algérie. C'était l'arrêt du processus électoral, une situation difficile marquée par un terrorisme exacerbé. Donc, cette élection, déjà par le taux de participation de 75% et le vote en faveur de Zaroual de 61%, donnait une nouvelle image de l'Algérie et donnait en même temps une certaine légitimité au projet de Zaroual. Le projet de Zaroual qu'il a décliné dans son discours quand il était ministre de la Défense sous l'ombre du HCE, c'était un discours qui tranchait avec le système qui persistait avant, c'est-à-dire aller vers la démocratie, l'institution d'un système démocratique, défendre l'image de la République et aussi construire cette démocratie dans le dialogue. Déjà, ce vote, cette élection, par son honnêteté, par sa transparence, a surpris même des puissances étrangères qui suivaient de près ce qui s'est passé en Algérie. Justement, comment est-ce que... Faisal, je vais vous donner la parole. Je voudrais poser une question à Kamal Mansari. Kamal Mansari, justement, comment est-ce que les grandes puissances percevaient l'Algérie de Zaroual? À l'époque. Oui. Laissez-moi commencer par ce qu'a dit Mustafa à propos de son discours lorsqu'il était ministre de la Défense le 29 octobre 1993. C'est là où Zaroual a tracé la voie. Il s'est adressé surtout, sa fameuse phrase qu'on répétait en boucle à l'époque, c'était de s'adresser aux jeunes qui, il disait, nos enfants qui ont été induits en erreur par des sanguinaires assoiffés de pouvoir, qu'ils sachent que leur place est dans la construction de leur pays et non pas dans sa destruction. Et leur place est exactement en Algérie, cette Algérie dont ils ont été exclus par un pouvoir corrompu. Donc on voit un petit peu la dimension. D'abord, la main tendue, parce qu'il doit s'adresser à une jeunesse égarée, parce qu'il a été manipulé, de l'autre, aller vers une politique de fermeté. Donc le Zaroual, dont on parle, il faut le distinguer, le Zaroual en tant que ministre de la Défense, chef d'État et président de la République. À l'époque, bien sûr, nous avons eu
l'épisode le plus sanguinaire qui avait entaché, parce qu'il faut rappeler que le terrorisme tel que nous l'avons vécu, c'était quelque chose d'inédit. Jamais on croyait au départ c'était quelque chose d'une semaine, d'un mois, on ne savait pas, on ne s'attendait pas que ce soit 10 ans de terrorisme. Donc, Zeroual, quand il est venu, d'abord il fallait reconstruire les institutions qui étaient mises à mal par la vacance du pouvoir depuis la dissolution du Parlement le 11 janvier 92 jusqu'au 30 janvier 94, le jour où il est venu à l'issue de la conférence nationale. Donc Zeroual était venu reconstruire les institutions qui devaient servir d'image vis-à-vis de l'extérieur, et en même temps, il fallait aussi rassurer les partenaires internationaux à travers des élections légitimes. Vraiment légitime, pas certainement légitime, du moment que, pour la première fois, on a une participation telle que l'a décrite madame qui était sur le terrain, qui était massive, et en même temps, parce que les Algériens pensaient qu'aller vers les élections allait sauver le problème. Parce que le problème qui s'est posé avant, c'était une question de légitimité. Donc, vis-à-vis de l'international, bien évidemment, l'Algérie reprenait sa place en tant qu'État complètement institutionnalisé. On va continuer à parler dans quelques instants de tous ces détails, justement, Kamal Mansari. Le temps de me tourner vers Badis Khnissa. Badis Khnissa, à l'époque où Yamin Zeroual était président, vous étiez plus jeune, Badis Khnissa, et vous viviez justement en France. D'abord, je sais que vous voulez rendre un vibrant hommage au défunt Yamin Zeroual, mais ensuite, j'aimerais peut-être que vous m'expliquiez comment est-ce que vous avez vécu la présidence de Yamin Zeroual alors que vous étiez de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, tout d'abord, avec le cœur lourd, qu'on rend hommage aujourd'hui à une grande figure de l'histoire algérienne contemporaine. Yamin Zeroual, c'est plus qu'un ancien chef d'État. Yamin Zeroual, c'est un bâtisseur. C'est un homme salvateur. Puisqu'il faut lui reconnaître, et je parle sous votre contrôle effectivement, même si j'ai vécu cette période, c'est quelqu'un qui a, non pas géré une crise, c'est quelqu'un qui a évité un effondrement. Quand on sait effectivement que cette crise sécuritaire, ce terrorisme dont personne ne connaissait à l'époque, et d'ailleurs on peut compter parmi ses acquis, notamment sur l'aspect diplomatique, c'est cette sensibilisation du monde, notamment quant au terrorisme, le terrorisme international qui est devenu beaucoup plus, on va dire, connu en septembre 2001. C'est un bâtisseur puisqu'effectivement, il a accepté l'appel du devoir d'une manière, dans une période sensible, tragique. C'est pourquoi je parle d'évitement de point de rupture, mais au contraire, bâtisseur puisqu'il a réfléchi non seulement sur le présent, on pourra en parler sur le redressement institutionnel, sur comment créer les fondations, un socle solide, notamment de l'État-nation, et le préserver, mais surtout aussi bâtisseur pour, en prospective, créer, construire, préserver, consolider l'avenir. Puisque c'est aujourd'hui ces constitutions, ces institutions qui ont permis, cette diplomatie notamment, on pourra en parler un peu plus en détail, qui ont permis l'émergence de l'Algérie, mais surtout la crédibilité de l'Algérie. Maintenant, pour votre question, alors j'étais ici en Algérie. Ah, je pensais que vous étiez en France. J'ai vécu d'ailleurs la décennie noire, j'ai vécu les affres du terrorisme, j'ai vécu aussi les jalons apportés par le président de la République, Yamin Zeroual, dans une période effectivement où, paradoxalement, il faisait consensus par rapport à toutes ces attaques, notamment de l'étranger. Yamin Zeroual, il a géré un État dans une situation tragique, mais aussi il a confronté des attaques hostiles, notamment de l'extérieur, de l'étranger. Rappelez-vous cette décennie noire dans laquelle on a été isolés, dans laquelle nous avons été oubliés, dans laquelle nous avons été même stigmatisés à travers des discours. Rappelez-vous le Pitupi. Oui. Donc on pourra en parler. Donc il a su mener la barque, donner un cap, mais surtout aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de perte tragique, c'est cette boussole, cette lanterne qui a permis aujourd'hui, dans une transmission intergénérationnelle, de comprendre ce que c'est l'engagement, puisqu'il incarne cet engagement, il incarne cette détermination à faire de l'Algérie ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je peux témoigner en tant que journaliste, parce qu'avec Moustapha aussi et Kamel, aux élections de 95,
J'avais couvert la campagne électorale à l'époque. Il y avait 4 candidats. Et il faut noter, Nouhat, que c'était les premières élections pluralistes dans l'histoire de l'Algérie avec Yamin Zerouel. Et c'est lui qui a insisté, parce qu'il avait compris, comme l'ont expliqué Mahdi Badis et Mustafa, il y avait un but constitutionnel, il n'y avait pas de pouvoir, il y avait le HCE qui était une autorité de fait au comité d'État. Et donc il voulait insister qu'il y ait une élection qui ait une légitimité, et une légitimité, il l'a eu. Parce que je me rappelle effectivement la grande participation. À l'époque, c'était 75%, c'était un record exceptionnel. Et les gens, Yamin Zerouel a été élu à 61%, c'était un score réel. Et même à l'étranger, comme l'a expliqué Kamel tout à l'heure, bon, c'est vrai qu'ils ne voulaient pas de ces élections, un pouvoir militaire, ceci, cela, c'était surtout l'ancien colonisateur. L'élection a fermé la bouche à ces détracteurs. Et c'est vrai qu'il y avait des partis, vous vous rappelez Mustafa, qui avaient boycotté, ils avaient une erreur, il y avait comme une erreur, le FFS et le FLN avaient appelé à boycotter. Il y avait 3 autres candidats, Mahfoud Nahnah, Saïd Saadi, Nordin Boukrouh, et la participation était réelle. Parce qu'effectivement, les Algériens ont compris qu'avec Yamin Zerouel, un homme d'État, un homme d'une droiture exemplaire, un véritable patriote, l'Algérie allait reprendre vie. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque, madame. À l'époque, c'était un pays qui est un peu et à son. Il y avait des massacres partout, il y avait des policiers tués, des gendarmes, des militaires, des civils, des voitures piégées. Vous avez vécu l'époque de l'Algérie. Il fallait que quelqu'un vienne redonner espoir. C'est pour ça que les Algériens sont allés voter, parce qu'il leur redonnait espoir, l'Amen. Et lui, il était très très ferme par rapport à la question du terrorisme. Les terroristes, pour lui, il les a qualifiés traîtres et mercenaires, et il parlait d'égarés de ces jeunes qui ont été embarqués par le discours islamiste radical, etc. Effectivement, il a été élu en 1995. Il a donc révisé la Constitution, et Mahdi l'a rappelé, en introduisant pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie la limitation des mandats présidentiels à 2, le système bicaméral, également essayer d'éviter que des partis soient créés sur base religieuse, parce que ça nous a créé un problème, le Front islamique du salut, et puis après, le processus a commencé. Identitaire également. Identitaire aussi. Le processus a commencé avec les élections législatives de 1997. Le pays a commencé à reprendre vie. Et puis, à l'époque, vous vous rappelez 10, il y avait le plan d'ajustement structurel du FMI, le Fonds monétaire international, qui avait mis l'Algérie sous pression parce que le pays était presque effondré sur le plan économique. Donc, effectivement, c'est un homme d'État. Ce n'est pas un homme de pouvoir, c'est un homme d'État qui a répondu à l'appel de la patrie, parce qu'à l'époque, il y avait certains responsables. On ne va pas les nommer, qui avaient refusé de venir. On les a. L'armée nationale populaire, parce que c'est la garante de la stabilité du pays, etc. Ils ne sont pas venus. Ils se cachaient dans les capitales européennes. Absolument, ils se cachaient. Ou dans les capitales du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient notamment. Et lui est venu. Il a répondu à l'appel parce qu'il avait compris que l'Algérie avait besoin de lui. L'Algérie avait besoin de tous ses enfants. Et donc c'est pour ça que l'Algérie lui a rendu un grand hommage. On a vu comment les Algériens sont venus massivement. Qui a voué sa vie à l'Algérie. C'est un homme qui a voué sa vie à l'Algérie. C'est un vrai patriote. Madame peut en témoigner. Pendant les élections présidentielles, justement, de 1995, nous étions sous couvre-feu. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Oui. Les gens ne sortaient pas le soir à partir de 18h ou 19h. Je ne me rappelle plus. C'était l'état d'urgence. Je crois que c'était. Voilà. Non, c'était pas que l'état d'urgence. Il y avait l'état d'urgence plus le couvre-feu. Oui. D'accord. Il y avait ce dans combo. Certaines zones. Voilà, dans les 10 wilayas, il me semble. C'était les 10 wilayas du centre, il me semble, où c'était interdit de sortir. Je me rappelle très bien des images, et je les ai encore vues sur les réseaux sociaux ces jours-ci, parce qu'ils ont fait une sorte de flashback par rapport. Les gens étaient, pendant les élections présidentielles, dehors, alors que le couvre-feu avait déjà commencé. Ils restaient dehors pour voter. Donc, en quelque sorte, ils étaient sur le droit illégaux, parce qu'ils étaient dehors alors que normalement ils doivent être chez eux, mais pour faire leur devoir citoyen de voter pour justement l'Algérie qui se relève. Parce que l'islamisme, justement, leur interdisait, l'islamisme intégriste, les interdisait d'aller voter. Donc c'était ce pied de nez à l'intégrisme islamique, grâce au peuple, pour le peuple. Et Zerouel avait dit une phrase, Mahdi, qui est restée dans l'histoire. Il viendra un jour, l'Algérie se remettra debout, et vous allez revenir frapper à nos portes, ce qui arrive aujourd'hui. Justement, pour abonder dans le sens de Faisal, parce qu'on était dans le même journal pratiquement, quand il y a eu les élections. Moi, j'étais à l'ouest du pays, j'ai couvert aussi les élections, j'ai vu cet engouement de la population pour cette élection, et cet engagement et cette adhésion de la population algérienne à la démarche de Zerouel n'était pas
par un sens de panurgisme ou un instinct grégaire de aller dans le sens de se faire protéger par un président élu de cette manière. Non, c'était une adhésion à un projet. J'insiste sur cette question parce qu'on veut réduire justement la stature du président Zaroual à ce bonhomme providentiel qu'on a voulu imposer au peuple. Non, c'est le peuple qui a ramené. Il était dans le rouage du pouvoir, certes. Il était là après la fin de la mandature du HCE. Mais il n'était pas aussi comme traditionnellement qu'on appelle ça candidat de consensus. Non, c'était un candidat d'une conjoncture. Cette conjoncture, il fallait qu'un homme sobre, un homme de décision, qu'il soit intronisé avec toute cette légitimité populaire qu'il fallait à l'époque. Et c'est comme ça que Zaroual s'est mis au travail, juste après avoir tiré ce ticket, si vous voulez, de légitimité, se met au travail d'abord de défendre la République, séculariser les acquis de la République depuis 1962 parce que on était face à un terrorisme dévastateur, et ensuite défendre les institutions de la République et aussi ouvrir le chantier de la démocratie, de la pratique de la démocratie et du suffrage universel. Leïla Zerouké, je reviens vers vous. Yamin Zarouel a su allier fermeté contre le terrorisme mais aussi clémence. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été clair. Nous étions, à partir de 1994, nous étions encore les massacres, les tueries, les bombes qui sautent à Alger, tout ça. Mais avec ça, il y a eu cette compréhension qu'il y a les terroristes, les extrémistes, ceux qui sont en train de manipuler, et puis il y a le peuple. Il y a la masse, il y a les gens, parce que quand on accepte et quand on assume que j'ai une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, je peux trouver les bonnes solutions. Quand je me cache et je dis c'est la faute des autres, c'est là où j'échoue. Et je pense qu'à l'époque, il y a eu cette intelligence et cette assumer la responsabilité que ce qui arrive, il y a des causes profondes qui l'ont généré. Et il faut s'attaquer à ces causes profondes. Il faut récupérer le maximum du peuple algérien, qui peuvent avoir été induits en erreur parce qu'il y avait des vides, parce qu'il y avait des erreurs, parce que les institutions n'ont pas été là pour... N'ont pas fait leur travail. N'ont pas fait leur travail, tout ça. Donc, j'assume ma part de responsabilité, mais je ne cède pas sur les principes. Et comme vous le savez, tout le processus qui a été mené, qui a commencé en 1994 avec Rahma, mais 95. qui a... pardon, 93. Février 95, la loi sur la Rahma. Oui, 95. Non, mais je veux dire le processus pour arriver à la loi. Voilà. C'était en 94, il n'était pas encore président de la République, il était encore chef d'État. Oui. Et puis, il y a eu le processus pour aller vers des solutions plus réfléchies, approfondies et tout ça, qui ont commencé 95, 96, la Constitution, tout ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on avait au début, vous savez, quand le terrorisme a débarqué en Algérie, moi je le dis tout le temps, dans notre législation, on n'avait pas de définition du terrorisme dans la loi pénale algérienne. Il n'y avait que le code pénal. Dans le code pénal, il n'y avait pas la définition du terrorisme dans ce sens politique. Je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, qui est très intéressant. Vous m'avez dit en 94, il était chef d'État, et en 95, il était président de la République. Donc nous sommes ici conscients que Yamin Zarouel a sauvé l'ordre républicain, parce qu'il a remis la République à sa place. Il a remis la République dans l'ordre de marche, on va dire. C'est ça qui est important. C'est qu'il aurait pu très bien dire, nous sommes en période de guerre, c'est une guerre civile, parce que c'était une guerre civile, je peux rester chef d'État, je n'ai pas besoin de me présenter à des élections présidentielles, parce que je suis déjà chef d'État par rapport au HCE, Absolument. et je suis au pouvoir, et personne ne peut m'enlever, je peux rester dans, entre guillemets, l'illégalité constitutionnelle. Nous sommes bien d'accord. Il a pris le risque, justement, de s'enlever ce rôle de chef d'État pour aller au contact des gens pendant les affres du terrorisme, pour aller faire des meetings. D'accord ? Quand on se rappelle que le président Boudiaf, Allah yarhamou, a été assassiné pendant un meeting, justement, pendant un discours dans un meeting à Annaba, Allah yarhamou. Donc, ce courage
où il a donné de sa personne, où il a donné justement son engagement et de sa personne pour recentrer la République au milieu justement des institutions. Et c'est ça qui est très important. Moi, je dirais plus. Parce que d'autres seraient restés cachés en tant que chef de l'État, ils seraient restés anticonstitutionnels. Non seulement il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a réintroduit les élections et pluralistes et tout ça, limitation des mandats. Il ne faut pas oublier la Constitution, les instructions qu'il a données à ceux qui travaillaient pour la rédiger. Mais أوليداتي أنا ما نعرفش أنتم قالوا لي تعرفوا واش صرا لنا في 96 في 91 ما يتكررش. ما تعاودش. Le Parlement bicaméral. Le Parlement bicaméral. C'était support de sécurité pour. C'est-à-dire, il faut chercher les causes qui ont généré la crise et il ne faut pas que ça se reproduise. C'est pas comment je peux me maintenir au pouvoir. Ce n'est pas quelles sont les possibilités pour moi pour gérer. C'était les solutions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la Constitution de 96 a créé dans chaque pouvoir deux pôles. Vous avez la chambre haute et la chambre basse. Vous avez les juridictions administratives et les juridictions ordinaires. Vous avez le chef du gouvernement et le président. C'est parce que les gens ont dit il faut créer des espaces où il peut y avoir des équilibres. Comme ça, s'il y a une crise, on ne tombe pas dans le chaos parce que quelqu'un a tous les pouvoirs, parce que le fils, avec 51% des voix, il allait casser l'Algérie. Oui ou non? On allait arriver à être un État califat. Hein. Parce que la Constitution... Rajouter juste un truc par rapport à ce que vient de dire si bien Madame, c'est par rapport à la démarche de Zaroual. Aujourd'hui, on essaye de faire une lecture réductrice en sortant Zaroual de son contexte et faire une lecture par rapport à son départ, pour dire que, quelque part, il a fui ses devoirs, etc. C'est méconnaître justement l'homme. Parce que lui, il réagissait, il avait sa stratégie, sa vision, qu'il a déclinée d'ailleurs, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans son discours en tant que général, en tant que ministre de la Défense. Et c'était son modèle, c'était justement la démocratie. Et il était dans une approche par rapport à la démocratie, cette démocratie ne se décrète pas. Elle dit, on ne donne pas des ordres pour l'appliquer. C'est une démocratie qu'on doit négocier. C'est pour ça qu'il a été toujours dans une posture de dialogue, y compris avec les responsables du parti dissous. Jusqu'à la dernière minute, il était dans cette posture, dans cette démarche de dialogue. Jusqu'à arriver à la Constitution où il a mis tous les verrous, il a mis tout ce qu'il concevait comme pratique démocratique. Il ne l'a pas fait seul. Il y a eu un dialogue qui a été concerté avec tous les partis politiques pour aboutir à un consensus. C'était un texte consensuel. Il y a eu une ouverture politique très importante. C'était un texte consensuel, exactement. La Constitution. Ce n'était pas un acte administratif qui venait d'en haut. Il avait justement cet avantage d'avoir une main de fer dans un gant de velours. C'était quelqu'un qui pouvait être très dur, mais qui savait être très dur avec des mots, avec des expressions où il arrivait à te faire comprendre comme quoi l'ordre républicain prévaut sur tout le reste. C'est ça il a tracé cette voie et cette démarche et cette théorie à partir de 93, lorsqu'il était déjà ministre de la Défense. Il avait la vision de l'Algérie future, donc ce n'était pas quelque chose qui est venu. Pour revenir à la question de la Constitution, il a ouvert les débats, c'est-à-dire il a associé les partis politiques, il a associé la société civile, il a associé la jeunesse à ce travail titanesque qui a abouti à une constitution inédite, c'est-à-dire on n'en a jamais vu, dans la mesure où elle ouvrait la voie à une concrétisation des institutions, parce que nous étions dans une sorte de sursis. Tout était temporaire, le CNT était transition, les institutions étaient transition. Lui-même, il était dans une transition. Donc, le 95, il est venu légitimer et mettre fin à une débandade institutionnelle sans précédent. Donc, pour revenir à l'image de Zaroual, quand on a vu, parce qu'on suivait les événements quotidiennement et on les vivait, c'est-à-dire quand il savait
s'adressait, que ce soit aux ministres ou que ce soit à la population, c'était dans un cadre, certes, de dire voici la voie, et en même temps, certes, avec les groupes armés, il a tout fait pour assécher les maquis. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'arriver à une loi de 95 de la Rahma, c'était un travail. Il fallait convaincre les jeunes d'adhérer à cette loi et d'en bénéficier et de revenir au giron de la République. Alors, messieurs, alors on va continuer à parler justement de tous ces acquis qu'on a eus avec feu Yamin Zeroual. Moi, je voudrais qu'on revienne maintenant, si vous le voulez bien, sur les funérailles qui lui ont été réservées. Exceptionnel. Les funérailles Digne de l'homme. Exactement, des funérailles auxquelles a participé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il aura donc Yamin Zeroual aura donc été apprécié de son vivant et cet amour lui a été rendu également lors de ses funérailles. La population algérienne s'est rendue justement au Palais du Peuple. La population algérienne s'est rendue également au sein de son domicile. Elle s'est rendue au sein de la wilaya, au niveau de Batna. Donc c'est vraiment ces funérailles finalement. C'est les funérailles qu'il méritait. C'était des funérailles nationales, des funérailles solennelles et officielles, dignes d'un chef d'État. Effectivement, vous l'avez dit, Nouhed, au Palais du Peuple à Alger, les Algériens sont venus, malgré la pluie. Ils sont venus chaque jour, toute la journée pour jeter un dernier regard et rendre hommage à l'homme d'État qui était Yamin Zeroual. Et comme on le voit à l'image, il y avait des funérailles donc, dans cette ville natale de Yamin Zeroual, la ville de Batna, où le cimetière Bouzoran a été donc, envahi par la population parce que les gens ont voulu saluer sa tombe, voulu lui rendre hommage. Il y avait une grande tristesse, comme on l'a dit au début, parce que tout le monde se rappelle, on l'a rappelé dans cette émission, de tout ce qu'a fait cet homme d'État, ce président de la République. Et Moustapha parlait tout à l'heure de la démission du président Zeroual. Il n'a à ce jour pas dit pourquoi il a démissionné. Ça veut dire que c'est un homme discret, c'est un homme d'État. Il est parti en septembre 1998 et en sentant avoir accompli son devoir. Et comme l'a expliqué, il avait décidé de retourner vivre à Batna et de vivre une vie simple. Simple et à Batna, je me rappelle, parce qu'on est un libraire qui est M. Garfi. D'ailleurs, M. Garfi, c'est un ami de Zeroual. Et M. Zeroual venait souvent dans cette librairie pour acheter les dernières nouveautés. À chaque fois, il lui dit quelles sont les dernières nouveautés. Il achetait des livres, il lisait beaucoup chez lui. Il partait voir ses amis dans un café au centre-ville de Batna. Recevait du monde dans sa villa. Personnellement, je l'ai rencontré une seule fois, c'était en 2004. Dans sa maison, et où il parlait beaucoup de son attachement à la République, son attachement à l'État, son attachement donc à l'équilibre des pouvoirs, etc. Bien sûr, nous aurions aimé que M. Zeroual nous écrive ses mémoires. J'espère qu'il y a des mémoires écrites, parce qu'il faudrait peut-être laisser des traces pour le futur, parce que les acquis de ce qu'a fait Yamin Zeroual a permis à l'Algérie d'être aussi aujourd'hui debout, parce que on parlait tout à l'heure de la loi sur la Rahma, c'est elle qui a précédé ce qui est venu après, la Concorde nationale, la Charte de la réconciliation et de la paix de 2005, etc. Donc c'est à ce jour ce que nous vivons, notamment en matière de probation, de lutte contre le terrorisme, parce que lui, il y a l'autre côté de la fermeté. Il était intransigeant par rapport à cette question de la lutte contre le terrorisme. Par rapport à ça, les textes qui ont préparé Louis M, ils ont été préparés pendant la présidence de Zeroual. Donc celui mais qui les textes étaient prêts. Ça, c'est une information. Non, la Marie l'a dit. La Marie non, l'a non, dit. moi j'étais. Le général Lamaille l'a dit. Il a dit que les textes étaient prêts en 97. Exactement, oui. T'as Louis M. Concorde nationale. Oui. Oui. 97. Ça clôt une certaine interprétation par non, rapport parce à que Moustapha Lamari, dans sa fameuse conférence de presse, avait dit que nous avions préparé, que le texte était prêt et que Bouteflika lui a juste donné un habillage politique. Donc pour remettre les choses dans leur contexte. Alors, je voudrais à présent qu'on parle on va continuer à parler de cette émotion et de cette tristesse qui a entouré donc le décès de feu Yamin Zeroual. Il y a ces quelques témoignages de représentants de notre communauté nationale établie à l'étranger que je voudrais que l'on écoute. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rendre un grand hommage à notre ancien président de la République, Yamin Zeroual, Allah yarhamou, un homme d'État, un homme intègre. Quand il est arrivé en 1994, l'Algérie était dans une situation très délicate. On avait peur du basculement. Il a su rétablir l'ordre. Il a su entamer le dialogue avec certains partis politiques démocratiques.
Et la grande leçon qu'il a donnée à la démocratie, c'est qu'il s'est retiré. Et il a laissé la démocratie aux autres partis politiques en Algérie. Ce qui m'a aussi marqué, il a marqué beaucoup aussi d'autres Algériens, c'était aux Nations Unies, quand le président français Jacques Chirac qui voulait le recevoir en toute catimini, il a refusé, il a dit que l'Algérie ne se cachait pas. Il fallait nous prendre comme on était, avec notre fierté, et c'est ce qui a fait notre fierté. Allah yarhamou. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à notre ancien président, M. Lamine Zeroual, Je me souviendrai de lui comme étant un homme de paix et c'est la trace qui restera indélébile pour tous les Algériens. Ça a été un très bon président, un démocrate. Il représentait pour moi l'Algérie profonde, dans tout ce qu'elle peut avoir, quelqu'un qui aimait son pays, quelqu'un qui aimait son peuple et qui a donné une belle image de ce que devrait être la démocratie. سيد الرئيس زروال الله يرحمه راه معروف باللي بطل مجاهد رئيس أول رئيس اللي كان مجاهد ويده طاهرة ومات طاهر ونطلبوا الله يرحمه. Voilà, Badis Renissa, je reviens vers vous donc par rapport à ces témoignages que nous venons d'écouter. Cette diaspora, cette communauté nationale établie à l'étranger que vous côtoyez au quotidien et avec qui peut-être vous avez eu l'occasion de discuter, de revenir sur le décès et sur le parcours surtout de Feu Iliamine Zeroual. Comme je disais tout à l'heure, c'est une triste nouvelle pour tous les Algériens là où ils se trouvent, y compris la communauté nationale établie à l'étranger qui a vu justement dans cette tragédie effectivement non pas une rupture, parce qu'il y a un continuum idéologique, puisque, encore une fois, au-delà de l'homme, c'est l'idée, c'est les perspectives, c'est les fondations que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est les socles de l'Algérie aujourd'hui victorieuse. C'est aussi une vision, on en parlera de la diplomatie pragmatique dans ses partenariats, c'est aussi le NIF algérien. Pour la communauté nationale, il est très important, l'honneur, la dignité, il a incarné cette dignité. Donc, quand vous parlez aujourd'hui avec la communauté nationale, que ce soit d'ailleurs petit ou grand, âgé ou moins âgé, tous ont ce dénominateur commun qui est celui, Iliamine Zeroual, c'est le NIF algérien, c'est la fierté. C'est celui qui a su, dans l'adversité, accompagner le peuple algérien, puisque c'est un homme du peuple, et je reviens sur l'hommage qui lui a été rendu, digne de sa posture, digne de son charisme, digne de aussi sa vision, notamment parfois même sa vision visionnaire. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a quand même entrepris des démarches. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame, nous n'avions pas d'arsenal juridique ni de pénal pour gérer une nouvelle donne qui s'appelle le terrorisme international. Puisque je rappelle aussi, pourquoi le terrorisme international? L'Algérie a été justement précurseur, pionnière en la matière, et d'ailleurs, ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui qu'elle ait une référence en la matière, c'est parce qu'effectivement, à l'époque, c'est non pas le début du terrorisme, c'est l'implémentation de l'extérieur du terrorisme, puisque rappelez-vous, il y avait plusieurs origines, notamment une nationalité qui combattait aujourd'hui des mercenaires, effectivement, avec des fatwas venus d'ailleurs pour essayer de déstabiliser. Donc vous voyez, et d'ailleurs, il a été précurseur de la sensibilisation, notamment de la lutte antiterroriste au sein de l'ONU. Donc c'est pas rien. Donc la communauté nationale, pour répondre à votre question rapidement, c'est que aujourd'hui, elle s'entoure autour de ce personnage, mais elle le prend comme justement lanterne, comme boussole, comme effectivement exemplarité en matière de détermination, en matière d'adversité, puisque c'est une communauté aussi qui vit en première ligne, notamment qui fait face à des enjeux, qui également est ambassadrice, notamment de l'image de l'Algérie, que quoi de mieux qu'effectivement comme l'illustre feu Iliamine Zeroual pour incarner justement, pour leur donner cet espoir au moment où il y a peut-être un désespoir ou une période difficile. Donc oui, aujourd'hui on est tous, je dirais, tristes face à cette nouvelle, tous les Algériens qui se trouvent, mais encore une fois, on garde cet espoir de ces graines qu'il a semées au sein de la communauté nationale, à savoir continuer à lutter pour que l'Algérie rayonnera toujours. Monsieur Aït Mouhoub, pardon Faisal. Monsieur Aït Mouhoub, je me tourne vers vous justement. La presse nationale et internationale ont également largement évoqué le décès. Ils sont largement revenus sur la disparition du Moudjahid Iliamine Zeroual. Ils évoquent la perte d'une grande figure. Exactement. Je reviens un petit peu sur ce qu'il vient de dire sur la communauté internationale. Je rappelle
un petit peu l'image des élections lors de l'élection de Zarwal, le comportement de la communauté nationale à l'étranger. Les images, Faisal rappelle-toi, que les télévisions du monde entier ont reflété. Ça a galvanisé justement le sentiment patriotique ici en Algérie. Donc, à chaque fois, ce sens du nationalisme, quelque part, la communauté algérienne à l'étranger jouait un rôle depuis l'étoile nord-africaine. D'ailleurs, le premier parti nationaliste est venu de l'immigration. Donc, toujours ce sentiment, on l'a vu avec Zarwal, il a joué un rôle catalyseur ici pour le vote en Algérie. C'était pour rebondir sur la question de la communauté. Et justement, pour la presse internationale, c'est tout à fait normal. On a lu beaucoup d'articles, beaucoup d'images justement sur l'enterrement de Zarwal. On a dit beaucoup de choses sur le personnage. Parce que Zarwal, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, il ne laissait pas indifférent. Il ne laissait pas indifférent. C'était un homme, un grand homme, d'une rectitude extraordinaire, ce qui faisait que il a marqué son époque. Il a marqué son époque, qui était un petit peu courte. La période où il a, de 94 à fin 98, c'était un petit peu court, car l'espace d'un moins qu'un mandat, il a marqué les esprits, parce qu'il est venu justement avec un projet, et ce projet était apprécié par tout le monde. 93 ministres de la Défense, on rappelle les faits, 93 ministres de la Défense, jusqu'en 99. 94, président d'État et puis chef de donc il a fait une mandature, et c'était une mandature qui, je pense, a été vraiment, on va dire, intense. Une mandature comme ça, c'est 2 ou 3 mandatures pour un autre président, parce qu'il était dans la pire période post-coloniale de l'Algérie, il faut le savoir. Pour aller dans le sens de Badi, tout à l'heure, il parlait de fierté. Rapidement, comme ça, on passe à un autre sujet. Parce qu'il parlait, c'est important de parler de fierté et d'attachement à la souveraineté nationale. Je rappelle 2 faits seulement. Rapidement. Un, en 1995 à New York, le président Zarwal a refusé de rencontrer Jacques Chirac. J'ai précédé votre question. Vous précédez mes questions, Faisal Mataoui. J'allais me tourner vers vous justement pour revenir sur ça. Oui, je continue. Il avait refusé parce que le parti français voulait imposer sa loi, ne voulait pas d'une rencontre publique face à la presse, une rencontre discrète. Et Jacques Chirac a voulu que ça se fasse. Bien sûr. Et ces pratiques de la France ont continué à ce jour. Vous le savez, donc il avait dit non à cette rencontre. Et la deuxième, c'était la décision de fermer les frontières terrestres avec le Maroc, parce que le Maroc avait à tort accusé l'Algérie d'avoir commis un attentat à l'hôtel Atlas Hasni à Marrakech. C'était une décision aussi souveraine. Ce refus donc d'ingérence étrangère était donc dans les veines d'un homme d'État attaché, parce que merci d'avoir fait le teasing, Faisal. Voilà, merci Faisal. Yamin Zarwal a été formé à l'école de l'armée de la libération nationale à l'âge de 16 ans. Et donc il est resté attaché à la souveraineté. Donc finalement, sur la scène internationale, Kamal Mansari, on va rebondir sur ce que vient de dire Faisal Mataoui. Yamin Zarwal a su être ferme lorsqu'il le fallait. Absolument. Donc si je termine si je commence par ce qu'a dit Faisal, il y a la fameuse phrase qu'il a lancée à tous ses collaborateurs après la question de... Il a dit l'Algérie est souveraine. Voilà. Et son président ne rencontre pas ses pairs dans la clandestinité dans les couloirs. Il voulait que ça soit réellement devant les caméras. Pour ce qui est de la politique internationale de Yamin Zarwal, il a fait quoi? D'abord, il fallait reconstruire l'image de l'Algérie à l'international. Beaucoup de pays voyaient dans cette situation quelque peu, nous sommes un pays flou, ils ne savaient pas quoi faire, l'hésitation des Français qui ont retiré leur compagnie, d'autres pays avaient peur de coopérer, de faire du partenariat avec l'Algérie, mais lui, après l'élection de 1995, il est venu avec une carte. Une carte, c'est-à-dire qui lui ouvrait les portes à toutes les institutions internationales. D'abord, sur le plan arabe, des pays qui étaient hostiles à l'Algérie comme le Soudan, avec lequel on a coupé les relations parce qu'ils soutenaient les groupes armés, notamment les frères musulmans soudanais. Et en plus, nous avons été presque en isolement, presque on a été boycotté par de nombreux... Un pays comme la Grande-Bretagne refusait de vendre des armes à l'Algérie parce qu'il pensait que ces armes-là étaient utilisées contre les civils. Donc nous étions vraiment dans une situation difficile. L'élection présidentielle qui a reconstruit l'Algérie
en allant vers le partenariat avec l'Union européenne. Nous avons conclu l'accord d'association, nous avons commencé à en discuter dans le cadre du processus de Barcelone à partir de 1995. Nous n'avons pas abandonné la question palestinienne, nous sommes restés, les réunions des factions palestiniennes continuent à se tenir en Algérie en dépit de la situation. Nous n'avons pas abandonné la question du Sahara occidental, notamment du Polisario. Nous avons soutenu la tenue des accords de Houston en 1996. Mustapha, tu les as suivis. En 1996 à Houston. Donc, nous avons continué à jouer notre rôle précurseur, y compris au sein de l'Afrique, où nous avons participé au règlement de nombreux conflits en dépit de la situation difficile en Algérie, notamment dans la question des Grands Lacs. Donc vous vous en souvenez de cet épisode où même si nous étions dans une situation difficile à l'intérieur, nous n'avons pas lâché sur le plan international. Et c'est ça qui a marqué l'époque de Zeroual. C'est d'être présent à l'intérieur avec l'Algérie, pour les Algériens, et en même temps à l'international, que ce soit au sein de l'ONU, ou bien au sein de l'Union africaine, ou sur le plan panarabe. Donc l'Algérie, Zeroual a remis l'Algérie en selle sur le plan international. Et le fait que nous sommes arrivés à prendre des décisions fermes avec le Maroc, parce que les Marocains nous ont accusés d'avoir été derrière l'attentat de Marrakech, et que la justice et les enquêtes ont démontré que c'était des Marocains qui ont commis l'attentat. C'est un sujet sur lequel va revenir justement pour nous Badis Khnissa. Yamin Zeroual aura donc également été l'homme qui a ordonné la fermeture des frontières avec le Maroc. C'est une riposte proportionnée, on va dire, par rapport aux gesticulations, par rapport à gesticulations belliqueuses, notamment du Maroc à l'époque. Fermeture, mais aussi au-delà de la fermeture, c'est aussi les conséquences économiques du Maroc. C'est pour montrer effectivement qui dépendait de qui finalement. Exactement. Et d'une part, d'autre part, c'est aussi, vous savez, c'est tout feu Yamin Zeroual. C'est vrai que cette diplomatie silencieuse, mais efficace, cette fermeté avec un charisme qui ne laisse pas indifférent, effectivement. C'est aussi quelqu'un qui a préparé, au-delà de la gestion de crise, il fallait le faire, avec les moyens qu'il avait à l'époque. C'est-à-dire, il y a un peuple à assumer, il y a une vie à maintenir, un quotidien du citoyen à préserver, avec un baril, à l'époque, qui était peu ou prou à 15-16 $. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, qui s'est effondré à 12 $ en 98. Donc, et malgré tout, c'est quelqu'un aussi qui avait cette diplomatie pragmatique en matière de partenariat, en matière de comment préparer l'Algérie à son retour dans le concert des nations, effectivement. Ça a été évoqué quelques jalons, il y a d'autres jalons aussi vis-à-vis du FMI, un FMI qui exerçait une pression phénoménale sur l'Algérie, sur lequel lui, d'une manière souveraine, structurée, sûre de soi, il a imposé ce rééchelonnement, notamment de la dette algérienne, mais surtout aussi prouvé la crédibilité et la solvabilité de l'Algérie, malgré, encore une fois, un terrorisme caractérisé, structuré, qui a été importé de l'extérieur. Donc on voit bien un diplomate, encore une fois, qui ne cherche pas à être compris, il cherche que l'Algérie soit respectée. C'est très important. Et ça me rappelle cette doctrine, ce que j'ai appelé la doctrine de feu Yamin Zeroual, qui s'articule autour de plusieurs piliers, à savoir une non-ingérence non négociable, à savoir le refus de l'ingérence. Rappelez-vous l'attentat de Air France en 1994. Il a refusé toute intervention sur le sol de forces étrangères sur le sol algérien. Donc l'avion est vite retourné de là où il est venu. D'une part, il y a aussi cette souveraineté non négociable. C'est quelqu'un qui a refusé le contrat de Rome, Saint-Égidio. Donc, il ne voulait pas de solution importée, malgré, encore une fois, l'adversité, malgré une hostilité affichée, notamment de la France. Je l'appelle, je la nomme aujourd'hui. C'est la France à l'époque, effectivement, avec le fameux qui tue qui, des pressions politiques et diplomatiques pour l'isoler davantage. Mais il a fait tout l'inverse, c'est-à-dire cette crédibilité, cette aura diplomatique, cette diplomatie pragmatique a fait que d'autres pays, notamment à l'exemple de l'Italie, qui a continué, malgré tout, rappelez-vous à l'Italia, rappelez-vous le personnel d'Alitalia qui a été justement victime de terrorisme. Donc on voit bien que c'est un bâtisseur, tout simplement, c'est un visionnaire, mais à qui on rend un hommage non seulement républicain à travers l'échelle de l'État, mais aussi un hommage citoyen. Nous avons vu ô combien il était cher aux yeux du petit peuple algérien. Et je conclurai peut-être là-dessus, c'est que, vous savez, encore une fois,
il a bâti un socle durable d'une Algérie aujourd'hui victorieuse grâce à un cap, à une boussole qu'il a donnée aujourd'hui, qui restera un legs, un héritage à préserver, puisqu'encore une fois, vous m'avez parlé tout à l'heure de la communauté nationale, mais aussi des jeunes ou des moins jeunes qui ne l'ont pas forcément connu directement, mais par contre qui trouvent en lui ce marqueur, cette empreinte notamment de ce que c'est l'Algérien, ce que c'est l'Algérie, ce que c'est effectivement le sacrifice de nos aïeux, puisque je rappelle à 16 ans, il a rejoint le maquis sans même se poser la question. C'est ça la détermination, c'est ça l'engagement, c'est ça l'Algérien au service de l'État, de l'intérêt de l'État et seulement de l'État. Leïla Zerrougui, peut-être une dernière question. Quel héritage laisse aujourd'hui Yamin Zerouel aux générations actuelles et aux générations futures? Moi, je pense que s'il y a bien un héritage, c'est d'abord le leadership. Un leadership qui a permis à l'Algérie de faire face à la plus grande menace qu'elle a connue dans les années depuis l'indépendance. Un leadership qui a permis à l'Algérie, dans ce contexte extrêmement difficile, de construire l'alternance, le multipartisme. C'est pas rien tout ça. Consolider ces choses pendant que vous êtes face à une situation extrêmement difficile. Et c'est un militaire qui vient, ministre de la Défense, toute une carrière militaire depuis l'âge de 16 ans, qui entame ce processus parce que c'est ça le leadership. C'est que j'ai compris les erreurs et donc je construis la consolidation et le fait que le peuple aujourd'hui sort et lui rend hommage, c'est parce qu'ils ont senti leur implication. C'est ça qui est important, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la raison sociale, où chacun intègre. On peut raconter toutes les histoires, mais chacun, dans son fort intérieur, il intègre les choses qui se sont réellement passées. Et je pense que Yamin Zerouel a été quelqu'un parce que, justement, il ne s'est pas imposé pour lui, il n'a pas fait en sorte, les gens n'ont pas senti qu'on consolide mon pouvoir, mais plutôt que je consolide les institutions, sortir l'Algérie de la crise. On a parlé du contexte international. Et aujourd'hui, cette période, parce qu'on a réussi, les gens nous demandent comment vous avez fait pour tourner la page du terrorisme en 10 ans. Seul, sans l'aide de personne. On a voulu être seul parce qu'on ne voulait pas d'interférence. Et moi, je peux vous le dire parce que je vivais cette période. On avait autorisé une seule délégation à venir, c'était Simone Veil, Kabariti, parce que c'était des gens qui étaient des amis de l'Algérie. Panel de l'ONU, oui. C'était les seuls qui étaient venus. Moi, j'étais à Genève, on m'a demandé de rentrer parce qu'ils devaient rencontrer notre ministre de la Justice et on m'a demandé d'être présente à cette réunion. Donc, pour vous dire, il y avait cette volonté politique de régler les problèmes, mais pas en surface. C'est pas c'est de vraiment aller vers le fond, identifier les problèmes, nous impliquer, nous. Moi, je me suis retrouvée, je n'étais pas diplomate, j'étais magistrat, je me suis retrouvée à Genève en train de défendre le rapport de l'Algérie devant le comité des droits de l'homme. J'étais là-bas, on me demande de rentrer parce qu'il y a une délégation qui vient, qui va rencontrer mon ministre. Et je n'étais pas la seule, je ne suis pas en train de dire moi, je suis en train de dire qu'on ouvrait la porte à des cadres, qu'on les identifie, qu'on leur demande de faire leur travail parce qu'on voulait sortir l'Algérie de la crise, on voulait consolider, adopter des solutions durables, parce que vous savez, les crises, si la solution, elle est superficielle, elle revient. Et c'est pour ça, moi, on me le demande sans arrêt. Comment vous avez fait en 10 ans de tourner cette page du terrorisme? En 10 ans, vous avez tourné. Il y a des gens, ça fait 50 ans, ils n'ont pas encore tourné. Et vous le savez, que ce soit dans nos espaces proches ou éloignés. Les crises, parce que si vous n'attaquez pas les causes profondes, si vous ne prenez pas des solutions qui vont permettre à ce que chacun chez lui, même s'il est blessé. Vous savez, quand je vous disais qu'on avait travaillé sur les solutions, pendant qu'il était là, après ils ont été, parce que ça prend du temps. Je vous donne l'exemple, la prise en charge des victimes du terrorisme.
On avait commencé dès 93 à adopter, je me rappelle, 95, la loi de finances pour 95. Il y avait toujours un article, dans les lois de finances, un article pour prendre en charge les familles. Parce qu'on ne voulait pas que les familles, et ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est lui qui nous disait. Il ne faut pas que la famille pense mon père est mort, ou mon frère ou mon fils, et je suis abandonnée par l'État. Donc il faut les prendre en charge. Et donc chaque année, on modifiait ce texte dans la loi de finances pour intégrer les financements en fonction de la catégorie des victimes. Au départ, c'était des fonctionnaires, c'était des militaires, des policiers, des fonctionnaires. Donc il fallait assurer que le salaire continue. Après, on a réalisé, il y a eu d'autres qui n'étaient pas des salariés. Donc il faut intégrer que leurs familles aussi reçoivent les salaires. Et on a continué à modifier ce texte presque chaque année. Le premier, c'était 97, et le dernier, qui est toujours en cours, 99. Et qu'est-ce qu'on a mis dans le texte de 99, qui est adopté en 99? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis, que les familles, que ce soit le père, la mère, s'ils sont vivants, la femme et les enfants, reçoivent le salaire. Ça, c'est normal, n'est-ce pas? S'ils ont un enfant malade, s'ils n'ont pas de logement, il faut régler ce problème. Mais le plus important qui a été dans ce texte, les gens ne le savent pas, c'est la promotion post-mortem au minimum requis par la loi. C'est parce que je ne veux pas que mon père est mort et puis celui qui est resté vivant, lui, il était capitaine. Je continue à percevoir le salaire de capitaine et ses amis deviennent commandant, colonel, général. Et donc, c'est au minimum requis, c'est-à-dire avant qu'eux, ils aient une chance d'être promis, moi, je reçois le salaire de la promotion. Il pensait au détail du détail. Je vous assure, et je me rappelle, je travaillais sur ce texte et on était dans une réunion et je ne connais pas à l'époque, il n'y avait pas de généraux, c'était des colonels. Colonel qui rentrait dans la salle et qui a dit « Madame Zerougui, on me dit que vous êtes une bonne juriste. Faites en sorte qu'on n'oublie personne. » Wallahi al-Adim. Faites en sorte qu'on n'oublie personne. Il ne faut pas qu'on oublie une victime. Faites en sorte que le texte, il s'applique à toutes les victimes. Donc, quand on pense à ça, c'est pour ça qu'on a réussi à tourner la page. On a tourné la page parce que, et je disais, on a commencé, quand le monstre a débarqué, on n'avait pas sa définition dans nos lois. Et après, on a évolué petit à petit pour devenir un exemple dans la lutte contre le terrorisme. Parce que c'était jugé par des tribunaux spéciaux, il n'y avait pas de tribunaux. Au début, et pourquoi les tribunaux spéciaux? Là aussi, les gens ne savent pas, je le dis. Pourquoi les tribunaux spéciaux? Les gens pensaient que les tribunaux spéciaux, c'était pour crackdown. Non. C'était parce que le tribunal criminel était composé de jurys. Le jury populaire. Et le jury populaire, comment tu vas le protéger? Il va juger les terroristes et rentre dans le village. Impossible. Donc on a décidé que c'est une composition judiciaire. 5 magistrats. Très bien. J'en ai fait partie personnellement. Donc 5 magistrats qui, parce qu'on peut protéger peut-être les magistrats, ou on peut, mais le jury va rentrer chez lui, parce que c'est des gens qu'on ramène de la population. Et on avait peur pour eux. Et c'est ça. Et d'ailleurs, dès qu'on a maîtrisé la situation, en 95, on les a supprimés, on est revenu à aujourd'hui. C'est juste pour dire qu'il y a eu un travail de fond. Pourquoi ce travail a marché? Parce qu'on nous écoutait, les petits cadres. On n'était pas, nous, des non consultation. Il y avait des mécanismes de concertation. De concertation, de consultation. Et les gens venaient, c'était multidisciplinaire, et ça arrivait au sommet. C'est une affaire collective, tout le peuple était impliqué, c'est pour cela. Voilà, mais on vous donne c'était pas une élite. Non, mais on vous donne l'espace, parce que vous pouvez être impliqué et ne pas être écouté. Pour abonder justement sur cette faculté, cette capacité d'écoute, de collégialité, Feu Liamin Zeroual aussi, c'est celui qui a, par rapport au statut des universitaires notamment, appelé à être incorporé au sein de l'armée, c'est cet amendement de grade où ils seront incorporés non plus en tant qu'aspirants, mais plutôt en tant que sous-lieutenants. C'est une considération aussi aux intellectuels pour dire vous avez votre place. Absolument. C'est ça, Feu Liamin Zeroual. Moustapha Etmouhou, un dernier mot. Donc, peut-être je dirais simplement que Zeroual a eu 3 vies.
quand il était très jeune, adolescent à peine. Il a intégré les unités de l'ALN. Donc une vie de moudjahid, d'où cette passion pour son pays, d'où ce sentiment pour son pays. Donc deuxième vie, en tant que militaire, on a vu cet homme honnête, loyal, cet engagement envers son pays. Il a fait les grandes écoles, il a prouvé par la suite, comme quand il était chef d'État et président par la suite. Ensuite, il a prouvé aussi cette vie intense qu'il a vécue pour son pays quand il a été choisi pour justement présider aux destinées du pays dans un contexte très difficile. Il a montré tout ce qu'il pouvait faire. Il a montré d'abord son savoir-faire et il a montré tout son engagement loyal et honnête envers son pays. Voilà ce que je garde de lui. D'ailleurs, son départ évoque un petit peu sa personnalité, entre un petit peu son éthique personnelle et une certaine éthique de responsabilité. C'était un choix cornélien, mais il a choisi de partir au lieu d'approfondir la crise, parce qu'il a été il a toujours travaillé pour le dépassement de cette crise. Voilà ce que je vois en cet homme qui nous a quittés qu'on regrette tous, et que j'espère que son exemple soit suivi, que la jeunesse algérienne s'inspire de son engagement indéfectible pour sa patrie. Merci Mustafa Itmourou d'avoir été présent ce soir. Madame Leila Zarougui, merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je tiens au nom de toute l'équipe d'Hebdo Show Algérie à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt feu Yamin Zaroual. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أعلن اليوم عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار